savais pas comment c'est rendu. Mais ça va marcher quand même. Non. Je suis arrivé Bonjour et merci d'être venu. Donc, je continue aujourd'hui la conversation commencée lundi, sur la géopolitique, l'Afrique dans la guerre froide, le cadre de la Guinée et de la Côte d'Ivoire. Vous savez que la dernière fois, je vous ai présenté 4 montrant les 2 pays en question, la Guinée et la Côte d'Ivoire, 2 pays frontaliers, très liés historiquement et culturellement, que la guerre froide va diviser en deux. Comme si c'était une mesure Berlin en plein trafic. Ensuite, je vous ai montré 2 photos, celle de Sékou Touré et celle de Houphouët-Boigny. Sékou Touré, c'est le président de la Guinée depuis 1958 et Houphouët-Boigny, c'est le président de la Côte d'Ivoire depuis 1960. Avant 1960, Houphouët-Boigny est député d'abord de 45 à 59 pratiquement en France. Il est ministre pendant 3 ans en France, c'est ainsi 59, ministre à la présidence du Conseil, ministre d'État, ministre de la Santé, et ministre d'État jusqu'à 1959, de Gaulle, du Degré, etc. Et les deux sont liés effectivement et politiquement. Ils se connaissent depuis très longtemps, ils militent dans le même parti, le Rassemblement démocratique africain, qui est un grand parti qui a, disons, porté les couleurs des indépendances africaines, en tout cas les pays africains. Mais à partir de 1958, leurs routes divergent. Sékou Touré est président d'un pays qui a rompu avec la France, Houphouët-Boigny est membre du gouvernement français. Donc vraiment, il y a déjà là une confrontation qui va s'aggraver au fur et à mesure que la guerre froide va s'aggraver à venir. Je présente d'abord un petit film, bien pour montrer le contraste. La dernière fois, on a vu un petit film montrant Sékou Touré disant à De Gaulle, nous préférons la liberté dans la pauvreté, la richesse dans l'esclavage. Là, on va voir Houphouët-Boigny dans un autre contexte. Houphouët-Boigny, le ministre d'État de la France, c'est lui qui dirige la délégation française partie aux Nations Unies défendre la question algérienne. Il revient des États-Unis, il a été aux Nations Unies, pas seulement il a été à la Maison Blanche, il a aussi été au Canada, surtout au Québec, et vient rendre compte du personnage au général de Gaulle et l'interview de son avis à la République. Monsieur le Président, vous venez de passer près d'un mois en Amérique et vous avez eu l'occasion là-bas d'expliquer ce que sont les réalités de la communauté, d'une communauté qu'on y connaît assez mal. Êtes-vous satisfait de l'accueil que vous avez rencontré? Autrement dit, avez-vous l'impression d'avoir été compris? J'ai trouvé beaucoup de compréhension de la part de mes nombreux interlocuteurs. Le président Azanouer, le secrétaire d'État Siorter, M. Dil Baker, M. Sauvé, Premier ministre de Québec, toutes les personnalités civiles ou privées avec lesquelles j'ai eu le bonheur de m'entretenir ont compris, je crois, ce que sont les réalités de notre communauté. Nous sommes efforcés de faire comprendre qu'il y a en Afrique et à Madagascar des peuples colonisés qui ont préféré l'indépendance dans la coopération, dans l'amitié, dans la fraternité, à l'indépendance dans la haine, qu'ont choisi bien d'autres. Et j'ai essayé de demander à mes interlocuteurs de comprendre et surtout de faire comprendre
que le combat que nous menons, français, africains, malgaches, au sein de la communauté, ne sera pas au seul bénéfice de nos peuples, mais au bénéfice de tout le monde occidental. J'ai donc demandé à ce que l'on nous comprenne, qu'on nous aide, que la politique de duplicité ne peut payer et qu'il faut qu'on compte avec les vrais amis du monde occidental. Indépendamment des dirigeants proprement dits, qu'ils soient américains, qu'ils soient canadiens, indépendamment notamment du président Eisenhower que vous avez rencontré longuement, je crois, vous avez vu aussi des milieux qui ne sont pas des milieux politiques, mais qui sont, disons, des élites. Et sur ce plan, avez-vous l'impression que l'accueil, disons, l'accueil humain a été aussi favorable? Oui, j'ai en effet vu, quand on va aux États-Unis, il faut voir certains milieux, les milieux des affaires, et qui ont une influence notable sur la vie politique de leur pays. Et là aussi, j'ai rencontré beaucoup de compréhension. Je vais rendre compte de ma mission au général de Gaulle, et ensuite, je me propose, pour informer plus amplement l'opinion française et l'opinion de la communauté, je me propose de tenir une conférence de presse dans les jours qui viennent. Un dernier mot, vous qui avez eu l'occasion d'être assez longuement aux Nations Unies, dans quelle atmosphère pensez-vous que s'engage le débat algérien de demain à la commission politique? On ne peut rien prévoir, mais la position de la France est excellente. Il faut qu'on soit vraiment de mauvaise foi pour ne pas conseiller les Algériens de saisir la chance unique qui leur est offerte par le président de la communauté. Ils peuvent et ils doivent, à partir de la reconnaissance de leur droit à l'autodétermination, mettre fin à ce combat fratricide pour permettre à l'Algérie de se retrouver. Voilà, donc c'est Houphouët-Boigny. Vous avez entendu son discours, vous avez lundi écouté Sékou Touré, vous avez vu que les positions sont diamétralement opposées. Sékou Touré, c'est le chef de file, pour ainsi dire, de l'Afrique nationaliste, progressiste, qui a des liens forts avec le nord de l'Est, et qui considère effectivement, un peu comme, qui considère que l'Afrique est en insurrection contre le vieux système colonial. Alors que Houphouët-Boigny, lui, il est pratiquement au cœur du système, je ne dirais pas colonial, mais en tout cas du système en voie de réforme que propose De Gaulle. Il n'est pas du tout contre la communauté franco-africaine, qui a été proposée en 1958 par le référendum autour de la constitution de la 5e République. Alors, on va continuer, on va juste voir la cérémonie de l'anniversaire, du premier anniversaire de l'indépendance ivoirienne. Là aussi, vous verrez que il n'y a aucune rupture entre Houphouët-Boigny et le général de Gaulle, aucune rupture entre la France et la Côte d'Ivoire, contrairement à la Guinée. Manière pour le peuple ivoirien et ses dirigeants de se souvenir des efforts consentis par le premier président de la Côte d'Ivoire, Feu Félix Houphouët-Boigny, et ses collaborateurs pour en arriver à cette souveraineté. Il a certainement fallu passer par bien d'épreuves pour aboutir à cette autonomie du pays. Quelles sont ces grandes étapes? Les réponses dans ce récit de Thérèse Tapriou. Le 7 août 1960, la Côte d'Ivoire célèbre son indépendance. Pour en arriver là, que des chemins parcourus. Il faut savoir qu'avant les années 60, la Côte d'Ivoire faisait partie de la Fédération de l'Ouest africain, appelée Afrique occidentale française, la OUEF. Le pays était une colonie française et un territoire d'outre-mer. Un médecin du village de Yamsoko et planteur, Félix Houphouët-Boigny, va entrer dans la politique. Il va créer le syndicat agricole africain en 1944, quand il voit que les planteurs africains de cacao et de café souffrent de discrimination vis-à-vis de leurs homologues français. Félix Houphouët-Boigny, élu député à l'Assemblée constituante après la Deuxième Guerre mondiale, devient plusieurs fois ministre dans le gouvernement de la 4e République française. Le 11 avril 1946, il fait passer une loi pour l'abolition du travail forcé. En décembre 1958, la Côte d'Ivoire devient une république autonome par le référendum
qui crée la communauté française entre la France et ses anciennes colonies. Cette république autonome sera dirigée par un premier ministre en la personne de Auguste Denis. En avril 1959, Félix Houphouët-Boigny lui succède. Un mois après, il crée le Conseil de l'Entente qui regroupe le Niger, la Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso, le Togo, le Dahomey, aujourd'hui Bénin. Dans la même année, Félix Houphouët-Boigny participe à Bamako à la création du Rassemblement démocratique africain, RDA. C'est un nouveau parti qui réunit les militants des pays de la Ouest. Il est élu président par acclamation. Quand le général de Gaulle installe la 5e République, la Côte d'Ivoire lui apporte son soutien, ainsi que les autres pays de la Ouest, sauf la Guinée. Il demande que soit engagé le processus conduisant à l'indépendance. Et en 1960, ils deviennent tous indépendants et font leur entrée à l'Organisation des Nations Unies. Voilà. Donc il y a deux phases dans cette question d'indépendance. La phase brutale, celle de 1958, qui voit l'indépendance de la Guinée dans la rupture totale pratiquement avec la France. Et cette fois-ci, l'indépendance association de tout un groupe de pays qui ne rompent pas ces relations avec la France à tous les points de vue, économique, politique, diplomatique, etc. Donc 1960, c'est l'avantage des indépendances africaines. Tous ceux qui n'avaient pas voté non en 1950, qui deviennent indépendants, pratiquement de gré ou de force. Finalement, De Gaulle finit par presque imposer les indépendances. Une anecdote marrante, c'est que Léomba du Gabon n'en voulait pas de l'indépendance. Il a dit qu'il préfère transformer le Gabon en territoire d'outre-mer, un peu comme la Polynésie française ou comme la Nouvelle-Calédonie. Mais on lui a lui imposé l'indépendance. Même le Gabon devient indépendant. Évidemment, le fossé est là déjà depuis 1958, entre Sékou Touré, lieutenant de Houphouët-Boigny, au sein du RDA, et pratiquement ami fidèle de Houphouët-Boigny, et un grand fossé de Gabon, ce qui fait que Sékou Touré lui a assisté à aucune des cérémonies de la commémoration de la déclaration d'indépendance des différents pays. Côte d'Ivoire, Sénégal, etc. Il reste chez lui. La tension très forte entre non seulement la Guinée et la Côte d'Ivoire, mais toujours entre la Guinée et la France. De toute façon, pour sécuriser Houphouët-Boigny et la France, c'est la même chose. Chaque fois qu'il aura des problèmes avec la France, il accusera d'abord et avant tout Houphouët-Boigny, puisqu'il considère Houphouët-Boigny comme un agent du colonial spécial. Par exemple, en 1961, quelque chose de très grave s'est produit au Congo. Vous savez que le Congo a été peut-être la seconde scène de confrontation du bloc, des deux blocs Est et Ouest en Afrique avec la Guinée. Il y aura la mort de Lumumba, Patrice Lumumba, qui est l'ancien communiste du Congo, qui sera exécuté de façon très sauvage. Et Sékou Touré va s'adresser, va faire des déclarations radio, accuser la France, il va accuser les États-Unis, mais pas seulement la France et les États-Unis. Il envoie un télégramme très virulent à John Kennedy, président des États-Unis, qui est pourtant son ami depuis 1959, j'en ai parlé lundi, où il accuse les États-Unis, notamment la CIA, d'avoir perpétré l'assassinat de Lumumba. Kennedy est un peu choqué, il lui répond: oui, je comprends votre émotion devant la mort de Lumumba, mais votre télégramme est choquant. Donc, il y a un refroidissement de la relation entre les deux personnes, et même entre les États-Unis et la Guinée. Mais, curieusement, ça ne dure pas. Dès le début 1961, Kennedy nomme un ambassadeur à Conakry. Son propre ambassadeur, peut aussi dire, celui qui était jusque-là avait été nommé par Eisenhower. Cette fois, c'est un ambassadeur nommé par Kennedy qui arrive à Conakry. C'était Akmi. Et la consigne donnée à Kennedy est précise: il faut récupérer ces trucs. Kennedy reste conforté dans son opinion que Sékou Touré n'est pas forcément un communiste. Il a basculé dans le camp des communistes parce que
la France qui a fermé les portes après le choc qu'il y a eu entre lui et De Gaulle à Conakry. Alors, de toute façon, le refroidissement ne dure pas. En 1961, la même année, il invite officiellement Sékou Touré à la Maison Blanche. Il vient, il doit aussi participer à l'Assemblée générale des Nations Unies, où il est invité à Ben Bella, nouveau président de l'Algérie. Et tous les deux sont invités, après l'Assemblée générale des Nations Unies, à aller à Cuba chez Fidel Castro. Et Kennedy et Sékou Touré ont fait un entretien en tête-à-tête. Kennedy dit à Sékou Touré, que pensez-vous de Castro? En principe, Sékou Touré est du camp progressiste, un ami et un compagnon du groupe principal de Castro, de Nasser et d'autres révolutionnaires du terme. Il dit Castro était naïf, il est tombé dans le piège des communistes. Il dit Castro, malheureusement, n'a pas le profil intellectuel et l'expérience idéologique, c'est le terme de Sékou Touré, pour comprendre ces gens-là. Il dit, moi j'ai les deux, j'ai à la fois ce profil-là et l'expérience idéologique, parce que c'est la CGT qui m'a formé. Très jeune, je me suis frotté aux communistes, très jeune, je sais de quoi il s'agit. Alors Kennedy lui dit, s'il vous plaît, monsieur le président, n'allez pas à Cuba. Eh bien, Sékou Touré annule son voyage à Cuba. Finalement, c'est Ben Bella seul qui va. Sékou Touré va en Haïti, il va voir Duvalier. Et c'est la lune de miel, encore une fois, les États-Unis de la Guinée, notamment Kennedy et Sékou Touré. Évidemment, le bloc de l'Est ne dort pas. Il suit tout cela, très bien. Ce qui fait que dans la même année, 1961, une délégation bulgare conduite par le président bulgare lui-même arrive en Guinée et propose un prix de 2 millions de dollars, ce qui était beaucoup de choses à cette époque-là. Vous avez vu la concurrence qui se fait entre les deux blocs. Chacun cherche effectivement à retenir ce nouveau pays, la Guinée, dans son camp. Et reste le reste. Alors, en décembre 1961, quelque chose de très important dans ce pays de Guinée, ce qu'on appelle le complot des enseignants. Une grande grève des enseignants, je m'en souviens très bien, moi j'étais collégien, et cette grève est suivie par pratiquement tous les enseignants de Guinée. Les dirigeants de ce mouvement sont tous arrêtés et conduits en prison. Et nous, les élèves, nous allons faire une grève pour les soutenir, une grève générale. La répression sera terrible. Il y aura beaucoup de morts, des jeunes filles de 13-14 ans, des jeunes garçons de 13-14 ans. Ils vont nous enfermer dans les camps pendant 3 mois, les camps militaires. Ils vont fermer tous les établissements scolaires. Et la punition, c'était regarder le soleil. Je m'en souviendrai toujours. C'est une des punitions les plus terribles qu'on puisse infliger un homme, c'était un enfant. Il y a des copains à nous qui sont venus à deux. Ils nous ont organisé des séances de simulation d'exécution. Les copains ont été mis au poteau. Ils ont fait semblant de les exécuter. Après, ils ont dit non, Sékou Touré vient de téléphoner, il est sympathique, il vous gracie. Ouais, ça commence comme ça, donc le système politique de Sékou Touré. Les liens avec les pays de l'Est ne sont pas seulement protocolaires, ils sont aussi et beaucoup au niveau du système sécuritaire, au niveau de la répression. Je pense que la Guinée, à partir de ce moment-là, importe dans ses mœurs politiques tout le système de violence, de torture, de répression qui accourt dans les pays de l'Est. Et ce complot des enseignants vraiment va marquer une césure dans l'évolution politique de la Guinée. Sékou Touré jusqu'ici était extrêmement populaire en Guinée. Tout le monde était derrière. Je pense que Sékou Touré fut sans aucun doute le dirigeant le plus populaire du continent africain. Si un Nkrumah ou un Nasser avait ce genre de popularité, il serait encore au pouvoir. Mais dès 1961, les intellectuels et les jeunes quittent Sékou Touré. La répression était tellement forte qu'ils ne sont plus de ce côté-là. En plus, les enseignants, c'est la caution de gauche du parti de Sékou Touré. C'est vraiment eux, ils sont vraiment de la cellule de gauche. Ce sont eux qui ont flirté un peu avec les idées marxistes, les idées nationalistes. Et ce sont eux donc qui sont détenus en premier lieu. D'ailleurs, Sékou Touré
va accuser l'Union soviétique d'être l'instigatrice de cette guerre. Il va expulser l'ambassadeur soviétique. Voilà. Ah bah, j'ai fait une grande foi sur les relations entre l'Est et la Guinée. Alors, à partir du 23 décembre 1961, la Guinée lance une violente campagne contre les pays de l'Est. Les communistes, Russie, Tchécoslovaquie, Allemagne de l'Est, Bulgarie, etc. En 1962, dans la même après cette campagne va se poursuivre pratiquement toute l'année, 61-62, contre les communistes, contre la Russie, avec l'Union soviétique, l'Allemagne de l'Est, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, etc. Mais en 1962, Houphouët, à son tour, vient en visite officielle aux États-Unis. Il rencontre Kennedy, il se plaint, il est curieux. Sékou Touré a rompu avec la France, a rompu avec l'Occident, comme il s'est dit. Il s'est ligué avec les pays communistes, vos ennemis, marche de votre côté. J'ai accepté votre doctrine économique, le libéralisme. J'ai accepté vos alliances diplomatiques. Je suis à Taïwan. Je suis en Corée du Sud. Je suis au Vietnam du Sud, diplomatiquement. Et pourtant, regardez comment vous me traitez. L'aide américaine à Sékou Touré qui est le premier chef d'État africain, avoir ouvert une ambassade à Pékin, le premier chef d'État africain avoir ouvert une ambassade à La Havane, l'aide que vous, Américains, vous accordez à Sékou Touré est 10 fois supérieure à l'aide que vous m'accordez à moi. Je ne comprends pas. Il est un peu gêné, un peu des arguments, un peu fallacieux. Mais le problème, c'est que jusqu'à la fin, jusqu'à la mort de Sékou, jusqu'à la mort de Fleurbani, le déséquilibre continuera. Malgré les liens très forts qu'il y a entre l'Est et Sékou Touré, les États-Unis continueront à aider Sékou Touré. Pratiquement, l'aide sera toujours à peu près 10 fois supérieure à l'aide accordée à la Côte d'Ivoire. Allez-y comprendre quelque chose, ça serait le mystère de la guerre froide. En 1962, Kennedy ne désespère pas de récupérer Sékou Touré, d'autant qu'il est encouragé par la campagne virulente menée contre les pays de l'Est depuis 1961. En 1962, Sékou Touré invite Kennedy à faire une visite officielle en Guinée. Kennedy ne vient pas personnellement, mais il envoie son beau-frère, c'est Jean Schreiber, qui était à l'époque président du Peace Corps, du service de coopération américaine avec les Britanniques. Schreiber vient en Guinée, il convainc Sékou Touré d'adhérer au FMI, Communauté internationale. Il le convainc aussi d'accepter la présence en Guinée du Peace Corps. Alors, le Peace Corps, c'est quelque chose de très symbolique à cette époque-là. Le Peace Corps était considéré par les progressistes, aussi bien en Afrique en Asie que dans les pays de l'Est, comme un peu la tête de pont de l'impérialisme américain dans le monde. Le Peace Corps était très vilipendé dans la presse des pays de l'Est, mais aussi même en Guinée. De telle sorte que quelques jours avant l'arrivée de Schreiber en Conakry, la presse guinéenne, notamment le journal du parti de Sékou Touré, avait fait un article très virulent contre le Peace Corps. Et bien, qu'est-ce qui se passe? La police de Sékou Touré va ramasser tous les numéros de ce journal pour les brûler, juste avant l'arrivée du Schreiber. C'est-à-dire, pour la première fois, le président censure son propre journal. Vous voyez toute la contradiction qu'il y a, parce que s'il y a une confrontation Est-Ouest sur la scène internationale, autour de Sékou Touré aussi, il y a une espèce de confrontation. Sékou Touré dirige un parti qui est beaucoup plus un front uni qu'un parti. C'est-à-dire beaucoup de courants politiques se retrouvent là-dedans. Les islamistes, les gens pro-occidentaux, les libéraux, aussi des crypto-communistes. Il faut quand même dire une chose très importante, c'est que ce sont les groupes d'études communistes créés par le Parti communiste français qui ont essentiellement politisé les premières générations d'hommes politiques en Afrique. Ces groupes d'études communistes, répartis dans tous les territoires, ils étaient très très forts
dans 3 pays, notamment la Guinée, le Cameroun et le Sénégal. La Guinée était très très forte, de sorte qu'ils ont laissé quand même des empreintes. Beaucoup de jeunes Guinéens, surtout ceux qui avaient étudié en France, étaient d'inspiration marxiste. Donc ils étaient très nombreux autour de ces courriers. Ils avaient tendance effectivement à faire basculer la Guinée vers le pays de l'Est, dans le camp de gauche. En 1962, malgré la France est partie, mais encore une fois, les pays alliés de la France ne suivent pas la France dans son désir de boycotter et d'isoler la Guinée. Les États-Unis viennent vers la Guinée, l'Allemagne de l'Ouest aussi vient. En 1962, c'est le président de l'Allemagne fédérale, Helmut Kohl, qui quitte la Guinée. Et quand il vient, jusque-là, l'ambassade en Allemagne de l'Ouest, la Guinée était basée à Paris. Parce que depuis l'indépendance, la Guinée avait ouvert une ambassade à Paris. La France avait beaucoup hésité en début janvier, elle avait signé un accord avec la Guinée sans reconnaître le pays. Et tout de même, c'était une espèce de reconnaissance de juillet. Et l'ambassade de la France avait ouvert un bureau chargé d'affaires en Guinée, mais pas vraiment une ambassade. Et l'Allemagne demande à ce que l'ambassade de Guinée soit cette fois-ci ouverte à bonne même, et qu'elle ne dépende plus de Paris. C'est que c'était pas accepté. En contrepartie, c'est que demande à l'Allemagne de coopérer avec la France, enfin, de coopérer avec la Guinée sans tenir compte de l'avis de la France. Voici la réponse de Bretano, du ministre de la Étrangères. Il dit, nous voyons la Guinée non pas avec des lunettes françaises, mais avec des yeux allemands. Et nous sommes prêts à aider la Guinée à nettoyer ses lunettes. C'est-à-dire donc que la politique ouest-allemande, malgré les alliances au sein de l'OTAN et ailleurs, le Benelux existait à cette époque, et nous avons une politique autonome par rapport à la Guinée, nous ne dépendons pas de l'Afrique. L'Afrique est fort. Et c'était la profite justement pour négocier, il était en cours de la construction d'une multinationale de la bauxite était en cours, autour de capitaux américains, de capitaux canadiens, de capitaux suisses. Il va forcer un peu la main des Allemands et dire, écoutez, investissez dans ce groupe-là, investissez dans ce projet minier, et l'Allemagne va accepter de le faire. Or, cette date-là, il y a déjà quand même 35 ambassades à Conakry. Et regardez bien le déséquilibre, il y a 11 ambassades communistes, 8 ambassades occidentales, dont Israël, et 16 ambassades d'Asie et d'Afrique. En 1962, Fodéba Keïta, ministre guinéen de la Défense, visite l'Allemagne de l'Ouest. Il propose une coopération militaire. Bon, l'Allemagne n'est pas un pays tout à fait normal. La coopération militaire n'est pas très permise à cause de tout ce qui se passait lors de la Seconde Guerre mondiale. Bonne va répondre, nous sommes d'accord pour une coopération technique, peut-être économique du point de vue militaire, mais la coopération, on ne peut pas vous fournir des munitions ni des armes, puisque nous sommes tenus par un certain nombre de règles. Malgré tout, en février 1963, une délégation militaire va arriver à Conakry, et du fait de la tension très forte qui existait à cette époque-là entre Conakry et les pays de l'Est, en souci de provocation, les autorités guinéennes vont demander aux Allemands que les militaires allemands débarquent à Conakry en uniforme. Ce qui va se faire, les Allemands vont débarquer à Conakry en uniforme, ce sera la première fois, à mon avis, depuis la Seconde Guerre mondiale, qu'une armée allemande débarque dans un pays étranger en uniforme. Malgré cela, en 1964, un autre événement va se produire qui va beaucoup changer le cours de l'histoire politique de la Guinée. Sékou Touré va se mettre dans la tête de nationaliser le commerce. En 1961, il a brutalisé les intellectuels. Cette fois-ci, il s'en prend aux commerçants.
ils nationalisent le commerce, ils ferment les frontières et ils persécutent les commerçants guinéens. Sans vrai du terme, ils sont arrêtés, torturés, etc. À partir de cette année, la 1964, la Guinée se bunkérise. La Guinée devient une espèce d'État soviétique, au sens vrai du terme. Il n'y a pas de mur de Berlin, mais la Guinée elle s'isole et ses voisins exigent du monde. On ne peut plus entrer ni sortir. En fait, on entre et on ne sort que par le biais des autorités officielles. Si on ne suit pas la frontière, on tire à part. Tout de suite, moi j'ai quitté la Guinée en 1969, quelques années après, il m'a fallu marcher dans la boue 150 km pour quitter le pays. Donc vraiment, ça devient, on a une espèce d'État soviétique en pleine Afrique à partir de 1964. Malgré cela, il y a quand même une soviétisation parce que le système économique vient surtout des États-Unis et de l'Allemagne. La coopération militaire se fait essentiellement avec les pays de l'Est. C'est la coopération sécuritaire. La police guinéenne est formée essentiellement à Prague, à Berlin-Est et à Moscou. C'est le KGB qui forme les services secrets guinéens. C'est le KGB, c'est la police russe, tchèque, tchécoslovaque, russe, etc. Est-allemande qui vont former les policiers guinéens. Malgré cela, l'aide ouest-allemande, en 1965, s'élève déjà à 85 millions de dollars. C'est beaucoup. Donc, malgré tout, 30 millions pour la coopération militaire. Encore une fois, la rivalité est incessante. Personne ne veut céder la place à l'autre. Chacun est convaincu que s'il cède, s'il laisse un tout petit peu de place, les autres vont l'occuper. Donc, il y a une concurrence en permanence, une rivalité en permanence, notamment entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Est. L'Allemagne de l'Est a une doctrine, c'est que tout pays qui a une relation diplomatique avec l'Allemagne de l'Est doit rompre avec l'Allemagne de l'Ouest. C'est tout lien. C'est pour l'Allemagne de l'Est que rien de plus, puisque Bonn, l'Allemagne de l'Est n'existe pas. C'est la zone d'occupation soviétique. Et cette rivalité Est-Ouest est particulièrement sensible en ce qui concerne les deux Allemands en Guinée. Ils vont se livrer les deux Allemands pendant des années, une concurrence telle que ça devient parfois ridicule. Évidemment aussi, la France regarde tout cela de façon extraordinairement, de façon très soucieuse, puisqu'elle considère que l'Allemagne de l'Ouest, c'est son partenaire, c'est son allié, surtout depuis la Seconde Guerre mondiale. Elle va de très mauvais œil que l'Allemagne de l'Ouest flirte avec une de ses anciennes colonies, qui a rompu avec elle. De telle sorte que, par exemple, lors de la visite de Lübke, le président ouest-allemand en Guinée, la France va protester. Quelques jours après, ou quelques mois après, une délégation allemande va venir en Guinée déposer une gerbe au monument des martyrs du colonialisme. Ce monument existe à Conakry. Évidemment, la France va de nouveau protester auprès des autorités allemandes. Alors, la répression commencée en 1964 contre les commerçants atteint son point culminant en 1965. Un riche commerçant guinéen, qui est d'ailleurs un lointain cousin de Touré, il s'appelle Petit Touré, on l'appelle comme ça, c'est un petit nom, Petit Touré. Un riche commerçant guinéen décide, uniquement en suivant la constitution guinéenne. Il faut savoir que si la dictature arrive de plus en plus en Guinée, la constitution guinéenne reste une des plus belles du monde. Elle s'inspire de la constitution française. Dans ses principes, elle est très démocratique. Mais c'est une qui vient du compte. Ce monsieur, Petit Touré, il crée un parti politique, comme la Constitution l'autorise. Il est arrêté, torturé, il mourra en prison, et là, la répression contre les commerçants va s'accentuer. Sékou Touré va accuser les commerçants guinéens en connivence avec Houphouët-Boigny et la France, il va comploter contre la Guinée.
c'est le complot des commerçants. L'histoire de la Guinée est une longue histoire de complot. 1961, c'est le complot des enseignants. 64-65, c'est celui des commerçants. Il y en a d'autres que j'ai voulu mettre de côté pour ne pas vous ennuyer avec. En décembre de la même année, vous voyez que malgré l'accroissement de la coopération entre la Guinée et la RFA, l'Allemagne de l'Ouest, l'Allemagne de l'Est ne se sent pas vaincue. Elle envoie une délégation très forte, en 1965, on peut circuler, pour activer de nouveau la coopération. Je vous ai dit, lors du premier exposé, que l'Allemagne de l'Est, si elle n'a pas d'ambassade à Conakry, elle a une délégation commerciale. Et que c'est avec l'Allemagne de l'Est que la Guinée signe son premier accord international, dès 1958, 15 jours après l'indépendance. Il y a des ambassades, il y a une forte coopération, il y a des professeurs est-allemands en Guinée, il y a des techniciens, les échanges culturels sont très forts, beaucoup de ballets est-allemands viennent en Guinée, beaucoup de ballets guinéens vont en Allemagne, les Guinéens assistent aux foires en Allemagne, les Allemands assistent à beaucoup de manifestations syndicales, sportives ou autres. Donc les relations sont quand même fortes, malgré l'absence d'ambassade. Cette délégation va signer un protocole d'aide économique. Curieusement, dont le montant sera gardé secret, pour ne pas heurter peut-être la susceptibilité de l'Allemagne de l'Est. En décembre, Sékou Touré se rend en Union soviétique. La tension commence à baisser quand même entre les pays de l'Est et lui. Et il est plutôt à l'aise quand il arrive à Moscou, puisque l'événement très important vient de se produire juste avant, c'est qu'ils viennent de rompre. La France avait, vous avez vu, sur son temps, fini par nommer un ambassadeur à Conakry. Les relations étaient très mauvaises, les relations économiques étaient pratiquement à zéro, malgré qu'il y avait maintenant une ambassade à Conakry. En 1965, la Guinée va rompre ses relations diplomatiques et avec la France et avec la Grande-Bretagne. Pourquoi? Parce que cette année-là, en Rhodésie du Sud, ce pays qui est devenu aujourd'hui le Zimbabwe, le chef du parti des Blancs, Ian Smith, il y avait l'apartheid là-bas aussi, comme en Afrique du Sud, il va décréter unilatéralement l'indépendance de la Rhodésie du Sud. C'est-à-dire au nom des Blancs, en quelque sorte. Et la Grande-Bretagne et la France vont reconnaître cet État-là, et la Guinée, avec quelques autres pays africains d'ailleurs, progressistes, va rompre ses relations et avec la France et avec la Grande-Bretagne. Cette rupture avec la France, opérée en 1965, va durer pratiquement jusqu'à 1975. Il n'y aura pas d'ambassade française à Conakry pendant près de 10 ans. Déjà de 58 à 65, il y a très peu de relations. Il n'y avait pas de techniciens français en Guinée, parce que De Gaulle avait sorti et les investissements français et les cadres techniques et administratifs qui existaient en Guinée avant l'indépendance. Puis on arrive en 1966, Kwame Nkrumah, dont vous avez certainement entendu parler, qui a obtenu l'indépendance en premier lieu avant la Guinée, c'était le Ghana, c'était l'ancienne colonie anglaise. Il a obtenu l'indépendance en 1957, soit un an avant la Guinée. Et Kwame Nkrumah aussi était considéré un peu comme le grand nationaliste progressiste du continent africain. C'est un monsieur qui a étudié ici aux États-Unis dans les années 30 et qui s'est très vite habitué aux grandes idées panafricaines émises ici aux États-Unis, parce que le panafricanisme est une idée américaine. Ce sont les Noirs américains qui ont émis l'idée du panafricanisme. Et il va rencontrer beaucoup de gens, William Dubois, George Padmore, qui vont l'influencer, les gens de la Négro-Naissance à Harlem.
et il va lutter effectivement pour l'indépendance de son pays. Il va l'obtenir, il va devenir un peu le chef de file des leaders progressistes du continent africain, un peu quelques temps avant Sékou Touré. Ils sont du même camp, ils sont du même bord, ce sont des amis. Ils luttent pour les mêmes idées plus ou moins. En 1966, eh bien, au Ghana, Kwame Nkrumah est renversé par un coup d'état militaire. Il a visite officielle à Pékin, il est renversé. Sékou Touré le reçoit évidemment, il ouvre les portes de la Guinée en tant qu'exilé, et Sékou Touré va le nommer co-président de la Guinée. C'est la démagogie séculaire, évidemment, il n'occupe aucune parcelle de pouvoir, mais c'est quand même formellement nommé co-président de la Guinée. Il va vivre en Guinée quelques années, jusqu'à son vie, il va mourir. Kwame Nkrumah devient une espèce d'alibi politique pour Sékou Touré. Il menace de ramener Kwame Nkrumah au pouvoir à Accra. Et pour cela, dit que c'est Houphouët-Boigny, encore une fois, en commise avec la France et la Grande-Bretagne, qui ont renversé Kwame Nkrumah. Qu'est-ce qu'il va faire? Il amasse des troupes au bord de la frontière ivoirienne. Il dit, je vais ramener Kwame Nkrumah au Ghana et je passerai par le territoire ivoirien. Les deux pays sont réellement au bord de la guerre. Vous avez des troupes des deux côtés de la frontière, et Sékou Touré ne blague pas, c'est extrêmement impulsif, orgueilleux, plutôt. Très brutal. Encore une fois, donc le fossé s'agrandit, et entre la Guinée et la France, et entre Sékou Touré et Houphouët-Boigny. Alors, quelque chose de très marrant va survenir en 1966 encore, en juillet. Houphouët-Boigny est invité en Ghana fédéral. Il s'apprête à y aller. Et Sékou Touré, pendant ce temps, téléphone au président allemand, Eric Lütke. Il dit, écoutez, j'ai envie d'aller en Allemagne, en visite privée, j'ai envie de faire une visite médicale, et puis de profiter de mon séjour pour aller un peu me reposer en forêt noire. Est-ce que vous l'acceptez? Luc a dit oui, je l'accepte, venez, il n'y a aucun problème, vous êtes déjà venu en Allemagne, vous êtes un ami, vous pouvez venir. Alors, qu'est-ce que fait Sékou Touré? Immédiatement, un communiqué est pondu à la Guinée disant que le président de la République fédérale ouest-allemande vient d'inviter officiellement Sékou Touré pour une visite officielle en Allemagne. C'était évidemment pour saboter la visite qu'allait y faire Houphouët-Boigny. Et la tension cette fois-ci encore est telle que l'ambassadeur d'Allemagne à Abidjan est obligé de démentir pour calmer Houphouët-Boigny qui était évidemment tout. Le 16 septembre, la guerre Allemagne de l'Est et Allemagne de l'Est continue. L'Allemagne de l'Est va émettre de faux documents accusant l'Allemagne de l'Est de fomenter un complot contre Sékou Touré à partir de son ambassade à Lagos. Elle va se débrouiller à ce que ces documents arrivent sur le bureau de Sékou Touré. Et encore une fois, évidemment, une brouille entre Sékou et l'Allemagne de l'Est, est une brouille quand même qu'on s'y montrera très vite, parce que les Ouest-Allemands vont démontrer assez vite qu'il s'agit de faux documents et que ce soit les Allemands de l'Est qui les ont menés. En novembre 1969, malgré tout, il n'y a toujours pas d'ambassade d'Allemagne de l'Est à Conakry, mais l'Allemagne de l'Est quand même ouvre un vol Conakry-Berlin pour sa compagnie Interflug. Il arrive même à contenir la trop forte influence de l'Allemagne de l'Est. En 1970, quelque chose de très très grave va se produire en Guinée. Il y aura ce qu'on va appeler l'invasion portugaise. Il faut d'abord que je vous explique une chose, c'est que à cette époque-là, la Guinée-Bissau, qui était un pays frontalier, on n'a pas la carte,
C'est un pays frontalier de la Guinée, un peu au nord de la Guinée. Ce sont deux pays d'abord. C'était le même pays avant la colonisation. La Guinée-Bissau était encore sous domination portugaise. Et Bissau-Guinée du nom d'Amilcar Cabral, vous devez connaître, avait créé un mouvement de lutte contre la colonisation portugaise qui était basé à Conakry. Dans sa lutte contre les Portugais, il avait réussi à faire 12 prisonniers très importants, dont un neveu de Caetano, qui était alors président du Portugal, le fils du magnat du ciment du Portugal, et une autre personne assez importante, le fils d'une autre personne assez importante. Et ces trois personnes étaient détenues à l'intérieur du pays, en Guinée, à Mamou. Et le Portugal était passé par le Vatican pour lui demander de l'aider à libérer ses prisonniers en Guinée. Il se trouve que l'archevêque de Conakry était très bien vu au Vatican, Monseigneur Kidibo. Le Vatican va passer par Monseigneur Kidibo. Est-ce que vous pouvez intervenir auprès de Sékou Touré pour qu'il nous libère nos prisonniers? Sékou Touré dit oui, il y a une condition, laquelle pour médier à rétablir les liens avec la France. Le Portugal dit d'accord, aucun problème. Alors, Sékou Touré, sans prévenir Amilcar Cabral, amène les prisonniers de Mamou à Conakry. Il les met dans un camp ici. Et les Portugais vont préparer des bateaux. Pendant ce temps, un syndicaliste guinéen basé à Dakar, qui est parti de l'opposition à Sékou Touré, qui était le président du syndicat des chrétiens en Guinée, et qui a aussi ses entrées au Vatican, entend parler de ce coup fourré de l'invasion des Portugais en Guinée. Il prévient l'opposition guinéenne, qui prévient les services français. Donc on va mettre les opposants guinéens dans ces bateaux, et bien on va profiter pour rembourser ces cours. Ils arrivent à Conakry, ils occupent tous les postes stratégiques de la ville, mais ils ne retrouvent pas la radio. Entre-temps, la radio avait déménagé. Pour ça, la radio, on ne peut pas. La radio, c'est l'arme essentielle de ce pays. C'était un orateur de talent, l'un des meilleurs orateurs de ce siècle. Quand il parle, il est très difficile de ne pas être séduit. Alors, qu'est-ce qu'ils font les Portugais? Ils récupèrent leurs prisonniers, ils prennent leur bateau, ils s'en vont. Ils laissent là les opposants guinéens tout seuls, avec le régime qui reprend le dessus par la suite. Et là, ça va être vraiment, ce n'est plus de la répression, ça va être du carnage. Les pendaisons publiques, chaque ville de Guinée va recevoir une dizaine de gens à pendre. Il y a des gens qui n'avaient jamais pendu un homme, donc il y a des gens qui vont passer 12 heures à pendre un homme, qui va dire qu'ils ne réussissent pas à le faire. Et ça, le régime devient bestial. Il parle de 5e colonne, carrément, comme en Espagne. Et cette fois-ci, la répression n'est plus sectorisée. Elle est générale. Tout le monde subit la répression, même les paysans, même les fous, même les sirènes de chaussures. Et là, évidemment, les dernières couches sociales de la Guinée qui est avec Sékou Touré le quittent. Et Sékou Touré comprend une chose, dorénavant, il n'est au pouvoir que par la répression. Il sait que où je réprime, où je tombe. Donc, il ne s'arrêtera plus jusqu'à sa mort. Et encore, évidemment, c'est l'occasion pour lui de dénoncer le nouveau l'impérialisme, le colonialisme, etc., notamment encore, une fois, la France, il faut bannir. Parce qu'évidemment, c'est la France, il faut bannir, qui sont responsables de tout cela. Ce sont les deux ennemis récurrents. Parce qu'entre-temps, évidemment, il a créé un camp de concentration, à l'image des boulades soviétiques, qui s'appelle le camp Boiro. Le camp Boiro, c'est le camp qui est au cœur de la ville de Conakry. C'est le camp de l'ancienne garde républicaine.
Et il faut bien savoir une chose, c'est que ça, les Tchécoslovaques ont construit à l'intérieur d'un camp militaire où il y a des familles qui habitent une zone spéciale pour arrêter les prisonniers et les torturer. Et écoutez-moi très bien, ils vont construire, c'est peut-être la première fois que j'entends ça, les architectes vont venir de Tchécoslovaquie pour construire une ruine. C'est-à-dire, ils calculent comment la pluie doit entrer sur les prisonniers, comment le soleil doit frapper. On ne laisse pas des bâtiments s'effondrer pour mettre des gens. Non, on construit des ruines de façon calculée. Je me fais comprendre. Donc, comme on construit des bâtiments, on enlève le taux d'ici, on calcule comment les rayons du soleil vont tomber, comment la pluie va tomber, comment, etc. Le prisonnier va subir toutes les intempéries. Ce camp, c'est vraiment le camp de la mort. 50 000 Guinéens vont disparaître. 50 000. À un tel point que 5 anciens ambassadeurs américains en Guinée vont aller aux Nations Unies témoigner pour les prisonniers politiques du Cameroun et témoigner de la répression sauvage que ce qu'il est en train d'exercer sur le peuple guinéen. Il est unanimement condamné, il est isolé, et évidemment, les relations avec la France sont pratiquement au point zéro. Et les relations avec la Giovanni, c'est encore au point zéro. En 1976, c'est le fameux complot Peul. Vous voyez, encore une fois, c'est le complot. Cette fois-ci, il n'accuse pas une personne, il accuse toute une équipe, tout un peuple, une fraction du peuple guinéen qui va accuser d'avoir comploté contre lui. Pourquoi tout cela? Parce que c'est un problème en Guinée, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Diallo Telli. Diallo Telli est à ce moment-là, avant de venir en Guinée, il était d'abord ambassadeur de Guinée aux Nations Unies. C'est le premier ambassadeur de Guinée aux Nations Unies, c'est même le premier ambassadeur guinéen historiquement. Après les Nations Unies, il est désigné premier secrétaire général de l'Organisation militaire africaine à Addis Abeba. C'est un homme très prestigieux, sur le plan international comme sur le plan national. Il est très aimé, très connu. C'est un cadre brillant, qui a fait de brillantes études à Paris, qui occupe de hautes fonctions dans le système colonial français. Et quand la Guinée est devenue indépendante, il est rentré en Guinée pour se mettre au service de son pays. Il est très aimé en Afrique, pas seulement par les gens, mais aussi par les chefs d'État. Il y a beaucoup de chefs d'État qui l'adorent. Nasser, Mohamed VI, Hassan II. C'est un grand diplomate, quelqu'un qui a beaucoup de prestige. Il n'aime pas ça du tout. Il n'aime pas avoir en face de lui quelqu'un, disons, qui a une réputation qui lui est supérieure. Donc sa seule obsession, c'est quand même, c'est d'abattre Diallo. Il fait tout pour que Diallo revienne au pays. Il revient naïvement. Tout le monde le déconseille de l'entrée. Il revient quand même, on le nomme ministre de la Justice. C'est évidemment un piège. Dans un pays où c'est la dictature qui nomme un Diallo ministre de la Justice. C'est lui qui sera responsable de tous les crimes que moi j'ai commis. Et en 1976, il est arrêté. Et comme c'est créé, pratiquement devenu fou, on s'est dit, le pouvoir rend fou, la dictature, le pouvoir absolument fou, le pouvoir rend fou, le pouvoir absolument fou, disait quelqu'un, c'est Victor Brecht, je pense qu'il disait ça. Et cette tournée est devenue pratiquement fou. Il se met à accuser toute la population, une fraction de la population guinéenne, 44% de la population, d'avoir comploté contre lui. Je dis, il déclare la guerre au peuple. Donc il arrête Diallo Telli, il le met en prison, et il va le jeter dans une cellule pendant 15 jours. Chaque matin, les gens vont venir voir pendant le week-end s'il vit encore. Parce que si tu vas inventer une torture à lui, la diète noire, on jette le prisonnier dans une cellule, on ferme. On ne vient même pas le voir. On ne doit ni à manger ni à boire, jusqu'à ce que les morts s'en suivent. Parce que si tu l'avais dit, c'est plus la peine de gaspiller des balles. On laisse les gens mourir dans ce cellule, puis on va les récupérer, on va les enterrer, on va les jeter dans une fosse commune. Bon, entre-temps, bien évidemment, en France, les choses ont évolué depuis 1958.
Vous savez très bien qu'en 69 déjà, De Gaulle quitte le pouvoir, en 70 il meurt. En 1969, c'est Tocqueville qui le remplace, en 1974. En 1974, c'est Giscard d'Estaing qui est au pouvoir. Les gaullistes ne sont plus au pouvoir. Et les ennemis jurés des secteurs, ce sont les gaullistes. Il y a, dès que Giscard d'Estaing, quand même, des négociations s'ouvrent et ils vont aboutir finalement au rétablissement de relations diplomatiques en 1975. En 1978, Giscard vient en visite officielle en Guinée. Il propose à Sékou Touré une réconciliation avec son ennemi d'hier, son frère ennemi, Houphouët-Boigny. Les deux vont se rencontrer à Monrovia en 1978. Ils vont se réconcilier. Sékou Touré va mourir en 1984. Et où, encore une de ces absurdités de la guerre froide, Sékou Touré, qui était un ami des communistes, un dirigeant anticolonial, anti-impérial, etc. C'est ici aux États-Unis qu'il va mourir. Il va rejoindre une très forte aide des États-Unis, mais c'est ici aussi à Cleveland, en 1984, dans une clinique de Cleveland, qu'il va mourir. Et les États-Unis enverront pour ses funérailles une très forte délégation conduite par George Bush, qui était à l'époque le vice-président des États-Unis. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, je suis prêt à dire. Quel est le bénéfice que c'est pour attirer de sa réconciliation avec Houphouët-Boigny? Je pense que le désarmement de ses opposants installés à Abidjan, j'ai oublié de dire que la rivalité entre les deux personnes, les deux chefs d'État, les deux pays, avait fait que la plupart des opposants guinéens avaient trouvé refuge en Côte d'Ivoire, au Sénégal aussi, et que la plupart des opposants ivoiriens avaient trouvé refuge en Guinée. Donc ils ont dû s'échanger, enfin, pas s'échanger vraiment, mais enfin, ils ont quand même dû désamorcer, disons, le conflit qui parlait. Houphouët-Boigny n'acceptait plus que les opposants guinéens, disons, par des déclarations clandestines à la Côte d'Ivoire, et c'était après de même du côté des collègues. Mais est-ce que c'était une danse politique, cette réconciliation, ou bien elle était vraiment entre les deux hommes? Non, c'est une danse politique, ce sont des politiciens. Les politicards, ça. C'est le violon de la politique africaine, ces gens-là. Ils n'ont jamais fait que de la politique. C'est une danse politique, bien évidemment. La réconciliation avec Houphouët-Boigny ouvrait les portes de la France à Sékou Touré. Parce que c'est par Houphouët-Boigny que toute politique franco-africaine se fait. Si Houphouët-Boigny est contre toi, tu ne peux rien faire. Houphouët-Boigny, il faut tout dire. Des gens comme Houphouët-Boigny et Bongo intervenaient même dans la nomination du ministre en France. J'étais d'une importance capitale. Est-ce que vous savez qu'Houphouët-Boigny, président de la Côte d'Ivoire, en 1960, est resté ministre d'État de la France jusqu'à 1975. Il était à la fois président en Côte d'Ivoire et ministre d'État chargé des Affaires étrangères pour Michel Debré. Vous avez vu là, le film de Michel Debré qui vient à l'anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Un chef d'État africain qui n'était pas en bon terme avec Houphouët-Boigny ne pouvait pas être en bon terme avec la France. C'était impossible. Il n'était pas possible. Au moment où Houphouët-Boigny descend de l'avion et qu'il a eu ce terme très dur, il dit que ces gens qui sont avec de la haine. Il parlait de Sékou Touré, bien sûr. Oui, bien sûr. Est-ce que c'est ce moment-là où il y a eu le clivage? Oui, le clivage a commencé quelques mois avant. Là, on est en 1900, un an avant peut-être. Là, on est en 59. C'est plus vieux que ça. Ça date de 55. Le clivage, 58. C'est fait en 58, lors de l'indépendance guinéenne. Qu'est-ce qui se passe? Sékou Touré vient à Paris. On était en train de rédiger la constitution de la République. Et bien sûr, De Gaulle avait invité un certain nombre de dirigeants africains de participer à cette élection, notamment en ce qui concerne le volet africain dans cette constitution. Et Sékou Touré avait été candidat pour faire partie de cette élection, et De Gaulle l'avait refusé. Il s'est fâché, il a pris l'avion et il est rentré. Il avait dit à Houphouët-Boigny, qu'est-ce qu'on fait pour le référendum?
on réfléchit, on n'a pas encore pris une décision. Il prend son avion, alors que les opposants en Guinée avaient déjà appelé à voter non. Il arrive à Dakar en escale, il attend pour faire décider dès après son départ de faire voter oui. Alors il quitte l'avion, il va en ville à Dakar, il va dans un cinéma, il improvise un meeting, et là il dit oui, ben, je viens d'après ce que c'est que vous faites voir. Il dit, c'est une traîtrise, moi j'appelais à voter non. Il va à Conakry, De Gaulle vient le 25 août, et vous avez vu le petit film lundi, effectivement c'est le clash. De Gaulle s'en va complètement évité, et c'est la rupture totale. Évidemment, la rupture de Gaulle signifie aussi la rupture avec Houphouët-Boigny. En tant que romancier, ces deux personnages, Sékou Touré et Houphouët-Boigny, qui ont l'air d'être nés pour être opposés, et on dirait qu'il suffit que l'un prenne un camp pour que l'autre soit de l'autre côté. Est-ce que vous avez pu faire un petit portrait intime? Et selon ce que j'ai entendu, Sékou Touré est un homme impulsif, un orateur de talent. Et est-ce que Houphouët-Boigny que j'ai vu là me semblait plus prudent en fait, oui, Houphouët-Boigny, c'est le comment appeler ça, c'est le vieux paysan africain, très rusé, très expérimenté. Il a très bien su louvoyer. Compris, je pense que c'est un homme. Vous savez, c'est Houphouët-Boigny qui a formé cette politique. Ils sont connus en 1946. C'était tout jeune, c'était petit syndicaliste, parce que c'était un autodidacte, donc c'était agricule. Il a milité dans un petit syndicat en Guinée. Et lorsque Houphouët-Boigny a convoqué une grande réunion des Africains pour créer le RDA à Bamako, c'est tout était dans la salle, mais anonyme, comme personne ne le connaissait. Et Houphouët-Boigny s'est intéressé à lui, et puis voilà, il a approché. Et il est devenu un de ses lieutenants, progressivement. Et Houphouët-Boigny va l'aider d'ailleurs à réussir, parce qu'il va se présenter à la députation en Guinée à Saint-Calais, il va échouer. En 1954, avec l'aide du fait, il réussit. Lui aussi devient député au Palais Bourbon en France. Donc c'est des gens quand même qui ont des relations très fortes. Mais à partir de 1958, c'est le clivage. Il y a une espèce de gémellité entre les deux. Ils sont très différents de caractère. Houphouët, c'est un fils du chef traditionnel, il vient d'une famille de nobles, comme ça. C'est des gens. Et puis il est riche. Très riche, quand même, c'est la petite bourgeoisie africaine. Très vite, il a des plantations, sa famille avait de l'or, sa famille avait des mines d'or. Quand il était petit, il est très vite riche. En 1946, en Côte d'Ivoire, Houphouët-Boigny était le seul à avoir une carrière. Même le gouverneur colonial ne l'avait pas. Il est riche. Il sait ce que c'est que la richesse, c'est bourgeois. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le premier pratiquement à flirter avec les communistes. Quand il a été élu au Parlement français, il s'est affilié au Parti communiste français. En 1950, il a viré sa cutie. Il est parti avec Mitterrand. Quand les gaullistes arrivent, en 1959, il vire de nouveau sa cutie, il va avec les gaullistes. C'est le politicien au sens vrai du terme. Il s'est flairé les choses. Et il est rusé. Il a compris que le communisme n'était pas ça. Et que pour garder, sécuriser son pays, il fallait une alliance solide. Cette alliance-là, il ne pouvait l'avoir qu'avec les Français. Il les connaissait. Houphouët-Boigny disait, c'est un pays africain, il disait ceci à Sékou Touré, il dit, avec son accent nasillard, là, il dit, on a changé un blanc contre un autre blanc. Il dit, ceux-là, au moins on les connaît. Voilà, c'est comme ça qu'il pensait. Pourquoi? Et à la limite, effectivement, si tu regardes la réussite spectaculaire de l'économie ivoirienne, et l'échec total de la Guinée. La Guinée, c'est l'Haïti de l'Afrique, en quelque sorte. Alors que la Guinée était 10 fois mieux dotée que la Côte d'Ivoire, la richesse. La Guinée est une région minière, une mine, on appelle le scandale géologique de l'Afrique. Il n'y a pas ce qu'il n'y a pas de mine. Le sol est aussi riche que le sol ivoirien, et le sous-sol est 10 fois plus riche que le sous-sol ivoirien.
Et les Guinéens sont les plus pauvres d'Afrique de l'Ouest. Juste à cause de cette politique un peu aveugle que c'est que vous avez posé. Il a collectivisé bêtement, sans trop réfléchir, en copiant stupidement les schémas faits en Union soviétique ou ailleurs. Et ça arrive ça. Les noms des cancers ou pas Anévris cardiaque. Du point de vue physique, Sékou Touré, il semblait avoir une grande séduction sur les gens. C'était un homme à femme. Tous les deux sont des hommes à femme. Et de quelle manière? Parce que Fouad Boigny, c'était des hommes à femme. Et puis, oui, de toute façon, je pense que c'est pas seulement la politique qui les a opposés. Hein. Je pense que les femmes les ont opposés. Je ne rentre pas ici dans les détails, mais c'est une question de femmes. Rentrez. Oui. Non, c'était le grand drague. Et c'est tout, c'est tellement charmant, une beauté froide. C'est que je peux dire que j'avais la nausée quand je lisais les journaux Oui. en Haïti et j'entendais des trucs. Mais ce qui est grave, c'est que cet homme-là est venu au pouvoir porteur de rêve. Une illusion, on y croyait. Moi, j'étais petit, mais je me dévorais ce mec-là. Quand je le voyais, je serais mort pour lui. Mais quand ils ont mis dans les camps, là, en 1964, et les militaires autour de nous, on avait 13, 14 ans. Non, je dis non, c'est fini. Là, c'était terminé. Plus jamais. C'est fini. L'opinion internationale n'a jamais. L'opinion internationale, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'opinion internationale. Les gens, il y a eu quelques condamnations de principe, mais en fait, il n'a jamais été tenu devant le tribunal. Il est mort naturellement. Il a eu des funérailles absolument grandioses. Tout le monde est venu. Tous les chefs d'État sont venus. Boigny est venu. Voilà. Donc c'est triste parce que il aurait eu un très beau destin ici. Il avait très bien commencé. Il était populaire, il avait du prestige dans le monde entier. Hein. C'est un homme qui a, par exemple, sa rencontre avec Kennedy a été parce qu'ils se sont séduits mutuellement. Kennedy a beaucoup séduit et il a beaucoup séduit Kennedy. Kennedy aimait beaucoup. C'est un homme charmant. Et puis tous les deux étaient un peu de la même génération. Sékou Touré a trouvé pour la première fois aux États-Unis un Américain qui s'intéressait à l'Afrique, qui connaissait, qui savait ce qui s'y passait. Kennedy savait ce qui se passait là, Et c'est lui qui dirigeait la commission Afrique de la commission des affaires étrangères au Sénat quand il était sénateur. Donc il n'était pas étranger aux réalités africaines. Et c'est lui qui aidera à la création ici à New York du bureau d'information du FNL Algérie. Est-ce qu'il a écrit Sékou Touré, à part les discours Non, il n'a fait que ça. Il a écrit 45 livres, aussi mauvais les uns que les autres. Il a écrit, il n'a fait que ça. Et chaque fois que quelqu'un venait à le voir, il lui offrait cet homme. Les gens les jetaient, bien sûr. Toi qui connais Haïti, qu'est-ce que tu fais? Quel lien tu fais entre Sékou Touré et Duvalier? Comment tu vois ces deux hommes qui Ils se ressemblent un peu. Ce sont des dirigeants. Ce sont des noiristes en quelque sorte. C'est-à-dire il faut sauver la dignité de l'homme noir, etc., etc. Ils ont tous les deux très bien commencé, même Duvalier a très bien commencé. Mais comment ils se sont enfermés dans un système, ils n'ont pas suivi leur époque déjà. Et puis ils sont imbus d'eux-mêmes, et puis ils s'isolent, surtout ils s'étaient isolés, tout seuls, ils n'acceptaient que des louanges, aucune critique. Tous les collègues, il était entouré de gens très brillants, parce que beaucoup d'intellectuels guinéens avaient, avant leurs études, leurs fonctions, venaient soutenir ça. C'était le même diplômé de son gouvernement. Ça lui posait des problèmes. Il était complexé par rapport aux intellectuels. Un exemple simple, en 1961, il compose un plan triennal d'inspiration soviétique. Ce n'est pas encore très grave, tout quand il est héros, même d'inspiration soviétique. Il est venu pour le piloter l'économiste communiste français Bettelheim, qui vient, qui va à Cancan, devant le parti, devant le congrès du parti, présenter son plan. Il le fait brillamment, c'est un économiste, un peu dogmatique, et les gens applaudissent.
C'est tout le Sénégal, il dit, pourquoi applaudissez-vous? Il me sérieux. Il dit ce qu'il sait, à la limite, il n'a pas dit ça dans ces termes-là, mais ce qu'il a dit, c'est la merde, quoi. C'est pas à ces gens-là de savoir ce que c'est qu'un plan. Le seul qui sait ce que c'est qu'un plan, dit-il, c'est le paysan. Parce que le paysan, lui, il a une expérience. Ça a tellement choqué Betlam a quitté la salle, alors qu'il avait été invité officiellement par le secteur, il quitte la salle, il quitte la Guinée, sans repasser par quoi? Il est passé par la Sierra Leone. Il n'est plus jamais revenu. Et Mandela, Nelson Mandela vient en Guinée au début des années 60. C'était le fil de le savoir. Il s'en va à Accra, il ne réussit pas à Moukouma. Il se trouve qu'à Accra, l'ambassade de Guinée, un vieux syndicaliste guinéen, c'est le seul africain qui a participé à la conférence de Bandung en Indonésie, lui dit à Ghana, il téléphone, c'est dit, comment ça, Mandela peut venir l'ANC, parce que Mandela n'est pas encore très connu, on connaissait l'ANC. L'ANC arrive à connaître, il ne les reçoit pas. Je te les ramène, tu les reçois. Ils sont revenus, ils les arrivent. Qu'est-ce qu'il leur offre? Des tomes, il s'est dit. Mandela, qui est un avocat intellectuel, c'est un juriste de haut niveau, hein, c'est pas n'importe qui, il ne peut pas dire ces outils-là. C'est un peu choqué. Ils vont à l'aéroport, quelqu'un lui dit, mais tu veux donner de l'argent, ces gens-là cherchent de l'argent pour avoir des armes. Ils prennent une mallette d'argent, ils envoient ça à l'aéroport. C'était des francs guinéens, des convertis. Et le Mandela, c'est l'ambassade de Tchécoslovaquie à Conakry qui finalement leur a échangé le pauvre monnaie guinéenne contre des dollars. Et Mandela n'est pas venu, il n'est jamais venu, il est venu à Côte d'Ivoire. Il est venu au Gabon. Il n'est pas venu. Oui. Vous avez fait référence à un changement dans la façon de gouverner de ces cultures. Est-ce que vous croyez qu'il y avait un moment particulier où c'est changé, ou c'était un changement d'intention ou de pensée? Alors, les changements, il a toujours été parce qu'il n'y avait qu'une conviction intérieure, à mon avis. Mais en tout cas, les changements de stratégie, parce que le but du secteur, c'était de préserver son pouvoir. Le nombre de pouvoir. C'est un politicien, aussi de talent, hein, c'est pas... Regardez comme il a su l'user avec les Célestes, tout le temps. Il a su le faire très bien. Parfois il s'en prend à l'est, parfois il s'en prend à l'ouest. Il a tout fait. Une fois l'ambassadeur de l'armée fédérale est venu dans son bureau lui reprocher son copinage avec l'armée de l'Est, parce qu'il avait envoyé une délégation à la part de Leipzig. Il dit, écoutez, moi je fais ce que je veux, je fais que contre moi. Il lui dit, l'ambassadeur d'Allemagne sort de la fâchée. Il se rend compte qu'il a été un peu loin, puisque quand même il a besoin d'un peu de soutien dans le camp occidental. La France n'est pas là. Il se rend compte qu'il c'était à la veille du Nouvel An. Il présente ses vœux au corps diplomatique. Et il est rusé. Il dit qu'il souhaite que dans cette année 1962, tous les pays du monde injustement divisés puissent retrouver leur unité. Ça flattait l'orgueil de l'ambassadeur d'Allemagne de l'Est et c'était fini. Donc la répression commence vraiment en 1961, c'était un changement de cap, jusque-là, le régime était plus ou moins démocratique, et à partir de là, c'est fini, et il faudra que ça s'accentue. Quant à l'orientation, elle est de plus en plus soviétique du point de vue de l'organisation économique. La coopération avec l'Ouest n'a pas cessé à travers les États-Unis et l'armée fédérale, mais la coopération militaire est essentiellement du côté Est. Et est-ce qu'il est communiste? Je ne pense pas. Est-ce qu'il est de gauche? Je ne pense pas. Parce qu'à partir de 1976, c'est l'islamiste qui va venir. Cet homme-là qui était de gauche, qui disait presque marxiste, un boc dur, chiitan, etc. Tout cela parce qu'il a eu le soutien de l'Iran, de la Libye. Il est soutenu. Donc il devient, maintenant c'est le discours n'est plus marxiste, il n'est plus progressiste, il devient musulman. Donc ça lui avec Houphouët-Boigny, est-ce qu'à la fin, même s'il a beaucoup navigué à vue, Houphouët-Boigny aussi, est-ce qu'il avait l'impression, puisque Houphouët-Boigny a quand même apporté une certaine sécurité économique à son pays, est-ce qu'il avait l'impression que Houphouët-Boigny avait gagné la bataille?
J'ai l'impression qu'à la fin de sa vie, oui, j'en étais rendu compte. Il est venu après 1970, après la réconciliation, il est venu en Côte d'Ivoire, pays qu'il connaît très bien, qu'il connaissait très bien avant, mais en même temps, il y a eu beaucoup d'années entre ces deux dates-là. Il vient de trouver un pays complètement transformé. Et il y a une anecdote qui vient à Yamoussoukro, le village natal de Febouani, qui était devenu une très grande ville. Et c'est que vit dans cette belle ville de Yamoussoukro, de Febouani, qui est très pervers, c'est là qu'il dit non, monsieur le président, c'est village. Et voilà. Et effectivement, la Côte d'Ivoire, c'est ça. Bon, c'est spectaculaire. Quelle année est mort au football? 93. Et malheureusement, dès qu'il est mort, il y a la guerre. Voilà, il va vite. Nous avons les policiers les plus bêtes du monde. En quelle année est mort ce Touré? Comment? En quelle année est mort ce Touré? 1984. Il est mort ici, à Toulon. Il y a une anecdote pour vous dire à quel point la dictature c'est mauvais. Sékou Touré, même pour le dictateur, Sékou Touré avait donné un ordre depuis des années à tout le contour de l'aéroport de Conakry, que c'est lui seul a le droit d'autoriser un avion à atterrir ou à décoller à Conakry. Alors, un jour il fait un meeting, il tombe en syncope, il commence à vomir du sang, on l'amène à la présidente, entouré de sa femme et que personne ne l'approche, parce qu'évidemment il faut garder le secret. Le président de la République ne peut pas être malade. S'il est malade, c'est le régime de couture. Donc il faut se taire, il faut garder le secret. Alors, en tout temps, sa femme téléphone à 102 au Maroc, à 102 téléphone au roi d'Arabie Saoudite, il a fait un avion médicalisé. L'avion arrive, la tour de contrôle refuse. Il s'est mis à tourner autour. Il refuse, il dit ah, moi je n'ai pas l'autorisation du président de la République, donc ne m'intéressez pas. Non, mais il faut que ça l'avion va. Non, c'est une vérité. L'avion va atterrir à Dakar. Entre-temps, la femme de sécurité et le Premier ministre apprennent ça. Ils ont dû venir tous à la tour de contrôle. Ils disent non, non, rappelez l'avion, autorisez-le à atterrir. Finalement, l'avion est revenu. On l'a amené ici à Madame et tout le monde. Vargas Llosa a écrit un grand roman sur Trujillo, qui s'appelle La fête au bouc, qui s'appelle Chivo. Vargas Llosa. Ah ben bien sûr, oui, la fête du bouc. Est-ce que c'est possible un jour qu'on ait ce grand roman sur Sékou Touré et son frère de danse, Houphouët-Boigny? Vous savez, le très difficile d'écrire sur Sékou Touré, c'est pas encore digéré. Mon ami William Sassine et moi, Sassine qui est mort maintenant, on avait l'intention d'écrire un roman à 4 minutes sur Sékou Touré. On n'a jamais pu faire. C'est trop, je pense. Regarde bien, les rescapés des camps de concentration allemands n'ont pas écrit, ou très peu. Primo Levi a écrit bien des années après. Ce sont leurs descendants qui ont écrit. Très peu ont écrit, parce que quand c'est trop, je n'arrive même pas à en parler. Je m'énerve tout de suite. Même le nom, j'aime vomir. Pas pour l'instant, peut-être. Le Kourma, oui, mais Kourma n'a pas subi. Kourma a subi aussi. Kourma n'a pas. Amadou Kourma n'a pas été arrêté en Côte d'Ivoire. Ce sont ses copains qui l'ont été. Il a écrit les seules indépendances pour ça. En attendant le groupe de Vetsebac, ça se passe plutôt au Togo. Il a travaillé là-bas. Bon, il fait aussi là-dedans, c'est vrai, mais il n'a pas vraiment été un prisonnier politique. Il n'a pas non plus été un exilé au sens vrai du terme. Alors que nous sommes des exilés. Parce que je disais, nous ne sommes pas des immigrés, nous sommes des exilés. L'immigré et l'exilé, ce n'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir. Moi, je ne suis pas venu en France, au Sénégal, au Côte d'Ivoire, me guetter le cœur. Je suis parti là parce que chez moi, c'était devenu un vivant. Je n'avais pas de projet d'acheter là, d'abord pour survivre. Comme vous pouvez essayer, je connais, les Camerounais, parce que les Camerounais et nous aussi, on dit la même chose.
dans le site universitaire de France, tout le monde allait en vacances, sauf nous. Nous et les Camerounais, on était les seuls à rester. Parce qu'on n'est pas venus. Bon, merci. Oui, mais je sais. C'est Laura qui m'a mis. Tu peux conduire de nouveau quelqu'un sur la console. On avait pris ce qu'on a été oui, on l'aurait opéré. Il devrait il n'avait pas le maillot. Et puis aussi, peut-être,